S'il vous plaît. Venez vous asseoir, venez prendre place. N'hésitez pas à vous asseoir, à rentrer. Je demanderai à ceux qui prennent la parole de venir devant, s'il vous plaît. Merci. Joël, Jérôme, Maud est là. Kadi. Je ne vois pas Kadi. Christophe, merci. Kadi, s'il te plaît. Devant. Bon, bah... Installez-vous, installez-vous. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux dans la 6e circonscription de Paris où a été élu au premier tour notre députée Sophia Chikirou, qu'on peut applaudir. C'est un magnifique succès. Merci aux habitants, merci aux associations, merci aux militants d'être là, au cœur de la circonscription, dans le 11e arrondissement, mais à la limite du 20e, où on a le bonheur et la chance de vous accueillir aujourd'hui avec l'inauguration de la permanence qui est juste à ma gauche, au 81 rue Jean-Pierre Timbaud. C'est un endroit, j'espère, où les habitants vont venir nombreux, les militants vont venir nombreux, les associations vont venir nombreuses. On sera là pour vous accueillir, vous recevoir, parce que c'est pour ça que Sophia a été élue aussi, pour être dans la circonscription avec les habitants, au service des gens qui l'ont élue, et elle a commencé ce travail depuis 6 mois incroyable, et on est en train de tisser un magnifique travail et relation avec les associations et les habitants de la circonscription. Je vais lui laisser la parole. Il y aura un temps de parole pour des élus de la circonscription 11e et 20e et les associations qui nous font le plaisir d'être là aujourd'hui. C'est une fête aussi, ce sont les vœux de Sophia qui en profite aussi pour faire ses vœux, et c'est aussi une fête avec de la musique, une fête populaire et foraine qui vous accueille ici aujourd'hui. Donc je laisse la place à Sophia. Je remercie, j'en profite quand même pour remercier l'installation de tout ça. Merci aux militants qui ont travaillé depuis hier et ce matin très tôt. Merci beaucoup. Et merci à toi, Sophie de la Rochefoucauld, qui en plus d'être ma suppléante, travaille avec moi à l'Assemblée nationale. Alors j'espère qu'on m'entend bien. Je ne sais plus quoi dire, j'ai perdu mes notes. Je ne suis pas capable d'improviser, rendez-moi mes papiers. Chante une chanson. Rendez-moi mes papiers. En plus, il faut les mettre dans l'ordre, sinon ça n'aura plus aucun sens. Un truc pour tenir. Ouais, on va quelque chose de solide. Une pierre, la pierre, va chercher le caillou. Merci infiniment à tous d'être ici aujourd'hui. Il fait un peu froid, à peine, pas de quoi nous décourager. La nouvelle année a déjà commencé, et vous savez ce que c'est. En réalité, on passe d'une année à l'autre, et on se rend compte au fil des ans que la nouvelle année n'est jamais une page blanche. La nouvelle année, c'est toujours une année qui hérite d'une certaine façon de l'année qui vient de s'écouler, qui porte les marques de l'année qui vient de passer. La nouvelle année, c'est en réalité à la fois une continuité et puis cette envie d'une nouvelle énergie. En 2022, j'ai eu la chance de connaître, de rencontrer et de militer, de travailler avec beaucoup d'entre vous ici. Je suis donc particulièrement émue de vous revoir quelques mois après, toujours présent à mes côtés.
en 2022, nous avons été rassemblés par un projet commun. Nous avions un but commun. Il tournait autour des élections, de la démocratie. C'était l'élection présidentielle pour beaucoup d'entre nous et la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Ce n'était pas pour nous une élection comme les autres. C'était celle qui devait mettre fin, en réalité, à 20 ans de dérive libérale et autoritaire. C'est celle qui devait nous permettre de réparer les dégâts sociaux et écologiques dont le capitalisme est à l'origine. C'est celle qui devait permettre aussi à notre pays, c'est ce que nous voulions, battre le racisme et la xénophobie qui désormais s'étalent dans les médias sans aucune vergogne. Nous voulions que l'année 2022 soit celle qui permette à notre humanisme de l'emporter sur tout le reste et celle qui permette à l'harmonie entre les êtres humains et avec la nature de prendre le dessus. L'adversité était grande. L'adversité, c'était la droite, c'était l'extrême droite, c'était les chiens de garde médiatiques. Mais il y avait une autre adversité. Une autre adversité qui était celle des découragés, des résignés, de ceux qui n'y croyaient pas. Et puis malheureusement aussi celle des ambitions égotiques qui nous ont finalement empêchés d'accéder au deuxième tour de l'élection présidentielle. Nous avons été tristes et déçus. Mais nous avons pris la bonne décision qui était celle de ne pas en rester là, qui était celle de voir plutôt l'espoir plutôt que la déception et de repartir. C'est ce que nous avons fait. La nouvelle Union populaire écologique et sociale est née ainsi, en 13 jours, 13 nuits. Au lieu de nous enfermer dans nos rancœurs, nous avons fait le choix de l'intérêt général, celui de notre classe. Avec Jean-Luc Mélenchon, toujours pour nous tirer, nous entraîner et nous mener finalement à la victoire au premier tour de l'élection législative, puisque la NUPES est arrivée en tête du premier tour de l'élection législative. Dès lors, nous avons rebattu les cartes du jeu politique. L'élection présidentielle n'avait rien réglé. L'élection législative nous a permis de dire à Emmanuel Macron qu'il n'est pas majoritaire dans notre pays et qu'il ne pourra pas nous imposer ce qu'il veut, comme il veut, contre l'avis de la majorité et du peuple. Au premier tour de l'élection législative, 151 députés de la nouvelle Union populaire écologique et sociale ont été envoyés à l'Assemblée nationale et j'en fais partie, j'ai cet honneur. Malheureusement, 89 députés pour le Rassemblement national. Finalement, on se rend compte que l'année 2022 n'a pas encore réglé la grande question politique qui se pose à nous au XXIe siècle, qui est celle de décider vers où notre pays va s'orienter. Quel futur notre pays va-t-il construire? Mais 2022 a été quand même l'année du renouveau de l'union sociale et écologique. Et l'affirmation, pour moi qui suis de la France insoumise, de la force que nous incarnons et du rôle essentiel, moteur, que nous devons tenir. Alors ici, nous sommes dans un petit bout de Paris. C'est le lieu de l'histoire populaire de notre pays. Ici, nous sommes entourés de rues qui racontent à la fois le goût de la fête qu'ont les Parisiens, le goût de la vie commune aussi, mais qui racontent aussi, il faut bien le dire, la violence de la pauvreté, la violence de la solitude et de la misère. Ici donc, les électeurs m'ont mandaté. Ils m'ont envoyé à l'Assemblée nationale pour les représenter. C'est ce que je fais depuis un peu plus de 6 mois maintenant. Et je fais tout ce que je peux. Vraiment, tout ce que je peux, avec mon équipe, que vous connaissez un peu, Sophie, Tiffaine, Guillaume,
Sarah, Evan, le jeune Yanis qui nous a rejoint pour une semaine de stage et qui doit être dans les parages. Je fais tout ce que je peux pour me rendre utile, pour servir les gens qui m'ont fait confiance. Et je prends donc ma part pour apporter à l'édifice commun. Alors ce que je fais, c'est des heures que je passe à siéger dans l'hémicycle, dans les commissions, des heures à auditionner des forces et des personnalités actives dans la société pour préparer des rapports, des recommandations, des propositions de loi. Vous savez, mes sujets ne sont pas parmi les plus médiatisés. Mais pourtant, ils portent sur le cœur de la mécanique capitaliste. Je vais vous en citer quelques-uns. Je travaille sur les banques et les assurances. Je travaille sur le numérique et le commerce extérieur. Je travaille sur l'attractivité et la compétitivité de l'économie française. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Je travaille aussi sur l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire, l'industrialisation verte de notre économie. En réalité, vous pouvez retrouver tous les éléments de mon travail sur mon site internet et je ne vais pas faire un bilan de mes 6 premiers mois. Je crois qu'on se donnera rendez-vous pour les 1 an de mandat pour pouvoir faire état du travail que j'aurai accompli en 1 an. Il sera toujours temps en réalité d'en faire le bilan et vous savez bien, les bilans ne sont toujours que provisoires. Pour l'heure, on ne peut commencer l'année 2023 sans parler de la menace que nous font Emmanuel Macron et Elisabeth Borne avec leur retraite à 64 ans, qui est en réalité une retraite à 67 ans, qui est en réalité, pour beaucoup, pas de retraite du tout. Beaucoup. Pour la majorité d'entre nous, cette réforme, qui est une menace pour notre vie, cette réforme n'est pas acceptable. 93% des actifs, c'est-à-dire ceux qui sont en âge de travailler, qui travaillent ou qui sont sans emploi, n'en veulent pas. On peut se demander qui en veut. On peut se demander qui sont les gagnants de cette réforme. Est-ce qu'autour de vous, vous connaissez une seule personne qui vous dit « Moi, cette réforme, elle m'intéresse, elle va me permettre de mieux vivre, d'être mieux pensionné, d'avoir une pension plus importante. Elle va me permettre de partir plus tôt que prévu, finalement. » Aucun d'entre nous, parce que dans nos vies, à nous, les citoyens, les gens des classes populaires, des classes moyennes, dans notre vie, on ne connaît personne à qui cette réforme profite. Ni les femmes, ni les jeunes, ni ceux qui s'apprêtent à partir à la retraite, ni les travailleurs des métiers pénibles. Pour rencontrer des gens à qui cette réforme profite, pour rencontrer les gagnants de cette réforme, il ne faut pas fréquenter nos quartiers et nos milieux. Il faut aller ailleurs. Ces gens-là, ce sont des millionnaires et des milliardaires qui, tels des vautours, sont déjà en attente de pouvoir récupérer de l'argent, récupérer de la peur du lendemain, récupérer de tout cet argent pour le mettre dans des fonds de pension et pour ainsi s'enrichir encore et encore au détriment de la majorité. Alors, on peut se poser aussi une autre question. Mais pourquoi diable Macron est-il si pressé de faire cette réforme? Pourquoi diable Macron a-t-il si hâte de la faire et dans ces conditions-là alors que personne n'en veut? Vous savez, la situation pour lui n'est pas si simple. Emmanuel Macron se retrouve dans une situation même compliquée, on peut le dire. Il n'a pas de majorité absolue. Depuis 6 mois, il est obligé de manigancer, de s'arranger, de négocier. Parfois même, et le plus souvent d'ailleurs ces derniers mois, de passer en force. De passer en force en violant la volonté parlementaire. C'est ce qui se passe depuis des mois. Et aujourd'hui, il n'a d'autre choix, pour la première année de son dernier mandat, que d'asséner un coup dur, presque fatal, à toute résistance dans ce pays.
C'est pour ça qu'il veut absolument passer sa réforme maintenant. Son programme est minoritaire dans le pays. Ils ont trouvé une nouvelle manœuvre. Après les 10 49.3 qu'ils nous ont imposés pour faire passer leur budget, ils ont trouvé une nouvelle manœuvre. Vous allez retenir le numéro de cet article de la Constitution, le 47.1. Vous avez connu le 49.3, vous allez maintenant comprendre le 47.1. Finalement, on en apprend beaucoup sur le droit constitutionnel dans notre pays. Le 47.1, l'article 47.1, c'est un article qui permet au gouvernement de modifier la loi sous un prétexte budgétaire. Il lui permet de modifier la loi de sécurité sociale sous un prétexte budgétaire. Pour cela, le gouvernement d'Elisabeth Borne est obligé de nous dire qu'il y a urgence car il y a un énorme problème comptable. Il y a un déficit tellement grave que si on ne modifie pas la loi maintenant, là et tout de suite, nous ne sommes pas des gens responsables. Et donc il vous raconte une histoire qui serait celle d'un déficit, qui serait celle d'un déséquilibre de notre système de retraite, qui serait celle d'une urgence comptable à réformer. Tout cela est faux. Tout cela est faux. Il n'y a aucune urgence, ni comptable, ni déficitaire, ni rien, pour réformer aujourd'hui la retraite. Il pourrait y avoir une urgence de notre point de vue à nous, qui est l'urgence sociale pour faire la retraite à 60 ans. Oui, mais en tout cas, il n'y a pas d'urgence comptable qui justifierait le recours à cet article 47.1 de la Constitution. Et donc, ils sont obligés de mentir, du matin au soir et du soir au matin, pour que vous acceptiez l'idée de ce nouveau passage en force qu'ils sont en train d'organiser. Finalement, le système actuel, je vous le rappelle, 62 ans, 42 annuités, calcul de la pension sur les 25 dernières années. Ce système actuel n'est pas déficitaire. Et la trajectoire montre que dans les années qui viennent, c'est-à-dire les 4-5 ans qui viennent, il ne sera pas déficitaire. Ce système actuel ne nous convient pas. Je vous rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, qu'avant nous avions la retraite à 60 ans, avec 37,5 annuités, avec un calcul de la pension sur les 10 meilleures années, que tout ça a été détricoté en 30 ans, que ce soit par Balladur, que ce soit par Sarkozy, que ce soit par Hollande. Tout ça a été détricoté par ces gens. Et nous avons donc perdu 4 ans de notre vie. Pardon, nous avons perdu déjà 2 ans de notre vie. Et s'il fait la réforme à 64 ans, ce sera 4 ans de notre vie. 4 ans de liberté que nous perdons. Parce que le travail, si pour certains il libère, c'est possible. C'est vrai, ça existe des gens qui se libèrent avec le travail. On peut s'émanciper avec le travail. Mais souvent, quand le travail devient contraint, parce que les corps ne peuvent plus suivre, parce que les esprits sont fatigués, parce qu'il est temps de faire autre chose et qu'on aspire à faire autre chose, eh bien non, là, le travail ne libère plus. Le travail devient une contrainte et une souffrance. Et donc, pour justifier de bouleverser nos vies, de nous prendre encore 4 ans, ils agissent sans vergogne, à la télévision, à la radio, à l'Assemblée, et ils nous mentent, et ils nous mentent, et ils nous mentent, mais on le sait. Et chaque fois qu'ils parlent, finalement, aujourd'hui, le nombre de gens qui ne les croient pas augmente. Et le nombre de gens qui ne se résignent pas à accepter cette réforme augmente. En réalité, cette réforme, elle vous promet une chose. Vous allez travailler plus, nous allons travailler plus, parce que, pour tout vous dire, je suis concernée. Nous allons travailler plus, mais pour gagner moins. Pendant des années, Sarkozy a fait croire aux Français que travailler plus permettrait de gagner plus. Là, il ne s'en cache même plus. Nous allons travailler plus et nous gagnerons moins, parce que l'inflation grignotera chaque année le peu que l'on croit avoir gagné. Et finalement, vous travaillerez jusqu'à 64, 65, 66, 67 ans, mais vos pensions n'augmenteront pas pour autant. Vous aurez quand même des pensions faibles. Ils promettent pour une carrière complète un minimum à 1 200 € brut. Pour une carrière complète, hein. À 64 ans, un minimum à 1 200 € brut. C'est même pas la vérité. Cela correspond à un net de 1 150 € et vous, c'est-à-dire à peine 50 € de plus que l'actuelle situation. Donc vous allez travailler 2 ans de plus pour 50 € de plus pour une carrière complète, pour partir à 64 ans.
Et vous savez quoi? Ces 50 € n'existeront même pas parce que l'inflation les aura grignotés. Donc vous allez travailler plus pour gagner moins. En fait, personne ne doute que cette réforme est injuste. Et je sais qu'ici, personne ne doute que non seulement elle est injuste, qu'elle n'est pas utile et qu'elle n'est pas nécessaire, mais vous savez quel est notre problème? Et peut-être qu'ici, certains sont concernés. C'est qu'il y en a qui doutent de notre capacité à empêcher cette réforme. Alors, nous, les insoumis, on est connus pour être assez combatifs. On est souvent même les plus aguerris au combat, peut-être parce qu'on est habitué à avancer sous les coups, à avancer sous la pression. Mais je peux vous dire une chose, c'est que nous, aujourd'hui, nous avançons et nous menons cette bataille des retraites avec la ferme intention de la gagner. La bataille des retraites, c'est la mère des batailles, et elle a commencé dans la rue à l'Assemblée depuis hier, dans les commissions. Le Front commun réunit tous les syndicats de travailleurs. Bravo. Il réunit tous les partis de la NUPES. Bravo. Et de la gauche, parce que cela va au-delà de la NUPES. Il réunit les organisations de jeunesse aussi, qui sont entrées dans la bataille le 21 janvier. Et des collectifs de citoyens, d'associations et autres. Nous allons nous battre à l'Assemblée nationale. Le calendrier est désormais connu. Hier, l'examen en commission des finances a démarré. Tous les insoumis étaient présents. La NUPES a mené la bataille. Le FN, non. Le RN, pardon, non. Il n'y en avait qu'un ou deux. Ils ne se sont pas battus pour rien. Donc nous allons nous battre aussi dans la rue. Nous avons commencé. Le 19 janvier, nous étions 2 millions dans toutes les rues de France. Le 21 janvier, comme je le disais, la jeunesse est entrée dans la bataille avec 150 000 personnes rassemblées à Paris pour manifester. Et puis depuis, partout, dans les lycées, dans les facs, des assemblées générales sont organisées. Le 31 janvier, nous serons encore massivement dans la rue et dans les rues en France. Des actions sont d'ores et déjà lancées partout dans le pays, des réunions publiques, des assemblées générales, des rencontres, des occupations. Il y a même des actions menées par les syndicalistes du secteur de l'énergie pour couper l'électricité ou pour la rendre gratuite pour des hôpitaux et autres services publics. Et je les salue et ils ont raison de faire ce qu'ils font. Et tout cela participe de la mobilisation. Nous ne gagnerons cette bataille si et seulement si la mobilisation s'étend. Donc il ne suffit pas d'être contre cette réforme. Il ne suffit pas de dire « je ne suis pas d'accord avec cette réforme ». Il faut entrer dans la bataille. Il faut que chacun d'entre nous, depuis sa place, prenne son poste de combat et qu'il mène cette bataille. Je dis cela devant vous parce que je sais qui vous êtes. Ici, il n'y a que des acteurs de la vie sociale et politique. Je vais vous le dire très clairement. On va gagner cette bataille. On va la gagner parce qu'on va prendre la décision de tous nous emmêler, de tous agir. Et s'il faut bloquer le pays, nous bloquerons le pays. Parce qu'il va falloir qu'ils leur en coûtent. Parce que la seule façon de les faire reculer, c'est qu'ils leur en coûtent. Ils ne céderont pas si on ne les dérange pas. Ils ne céderont pas si tout se passe à côté, poliment, gentiment. Ils nous disent, nous allons débattre dans les commissions. Tic-tac, boum, c'est la fin du débat, au revoir et merci, ça passe. Ils nous disent, vous pouvez manifester, mais attention, dans ce petit cadre-là, sans déborder, etc. Il ne faut pas déranger le travail. Il faut laisser les gens pouvoir continuer à vivre comme si de rien n'était, comme si rien ne se passait. Nous allons devoir les déranger. Nous allons devoir les gêner. Nous allons devoir perturber leur vie. Ils veulent nous prendre devant notre existence. Nous allons, je vais le dire franchement, nous irons même s'il le faut avec des casseroles sous leurs fenêtres pour les déranger et les empêcher de dormir. Tous ici, je vois que nous sommes prêts. Nous sommes prêts à cette bataille.
Alors je ne vais pas trop vous chauffer l'esprit parce que le but c'est pas de partir en manif là. J'ai achevé mon propos. Je vais achever mon propos déjà en vous remerciant avec toute la chaleur que l'air ne nous apporte pas. En vous adressant le meilleur de mes sourires parce que je vois aussi dans vos yeux toute la sympathie, l'affection que vous me portez et je vous en remercie. Je remercie ici les amis, les collègues députés qui sont venus. Je remercie la famille, mais je ne vois pas mon père, alors que j'aurais aimé qu'il soit là, mais je ne le vois pas. C'est pas grave. Je suis heureuse donc de cette permanence que je ne vois pas d'ici, qui est de l'autre côté, là, du trottoir. C'est donc la permanence parlementaire. C'est un lieu un peu symbolique en réalité qui doit me permettre de montrer que je suis à la disposition des gens qui m'ont élu, que je souhaite me mettre à leur service. Certains viendront nous confier leurs difficultés et nous essaierons à chaque fois d'intervenir. J'ai pour principe, et je le dis en tant qu'élu, et je sais que beaucoup des élus qui sont ici présents partagent ma vision, on ne dit jamais à un citoyen « je ne peux rien faire pour vous ». On ne dit jamais cela, et je ne dirai jamais cela. Je dirai toujours aux citoyens qui viendront à cette permanence parlementaire, je vais faire de mon mieux, je vais faire tout mon possible pour vous aider. D'abord, je vais vous écouter, ensuite je vais intervenir, je vais remuer ciel et terre pour vous aider, parce qu'il n'est pas question de dire aux citoyens, les élus ne peuvent rien faire pour vous. Si on dit cela, on n'a plus aucune raison de porter le mandat contre eux. Vous aurez remarqué que nous sommes bien placés, dans un bel endroit. Ici, c'est multiconfessionnel. Et c'est rouge. On est à notre place. Celui de la laïcité. C'est une place républicaine, égalité, liberté, fraternité, liberté, égalité, fraternité dans l'ordre. C'est ici que nous sommes. Je vais terminer maintenant, achever, avec le plaisir de vous lire une citation de Stefan Zweig, qui est un écrivain autrichien de la première partie du XXe siècle, un écrivain que j'admire, que j'adore, que je lis énormément, peut-être le seul écrivain de cette époque qui m'est à ce point marqué dans ma construction intellectuelle et culturelle. Dans un livre qu'il a écrit, « Seuls les vivants créent le monde ». Et dans ce livre, il dit cette phrase, qui j'espère aura un écho ici. « Une opinion, beaucoup en ont une conviction très peu. L'opinion prend son envol depuis les paroles, les pages des journaux, les désirs et les cancans. La conviction grandit à partir de l'expérience et elle se nourrit de l'éducation et elle reste personnelle et irréductible aux événements. » Voilà, c'est parti pour l'année 2023 combative. Merci beaucoup. Merci Sophia, merci beaucoup. Je vais vous demander maintenant d'accueillir le député de Seine-Saint-Denis qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être là pour prendre la parole, Thomas Porte. Merci Thomas. Bonjour à toutes et à tous. Merci Sophia pour l'invitation. Moi je suis ravi d'être là aujourd'hui pour l'inauguration de cette permanence, celle de Sophia Chikirou, celle de son équipe, celle de tous les militants. Et je suis ravi parce qu'il faut dire les choses, ça nous donne aussi des forces à nous parlementaires. Il y a mes camarades qui sont là, Rodrigo Arenas, Aurélien Saint-Toul. La bataille a déjà commencé dans la rue, mais elle va arriver dans l'hémicycle dans quelques jours. Elle a déjà commencé hier en commission, ça a été rappelé par Sophia. Et on a eu un exemple du mépris de ce que va être le débat parlementaire par les macronistes. Peut-être vous l'avez vu sur les réseaux, mais la suppléante de Gabriel Attal, hier, a parlé des AESH en des termes extrêmement insupportables. Elle a dit, alors que nous proposions que les AESH ne soient pas concernés par cette réforme, car c'est un métier qui est extrêmement pénible, qui est aujourd'hui pas payé à la hauteur, avec des gens qui ont des carrières fracassées, particulièrement toutes les femmes qui exercent cette profession.
Et la suppléante de Gabriel Attal est venue dire « Mais attendez, de quoi vous nous parlez ?» Ces personnes-là, elles choisissent ce métier pour avoir le mercredi après-midi, le samedi et les vacances. Est-ce que dans ce pays, on pense que des personnes qui exercent le métier de ESH méritent un tel mépris? Nous, on a fait le choix de déposer entre 5 et 6 000 amendements, toutes les forces de la NUPES, pour s'opposer dans l'hémicycle et surtout pour démonter cette réforme-là qui est inhumaine et injuste. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Sophia, sur l'argumentaire des chiffres, sur les 12 milliards, sur le déficit. On considère, nous, que la question du financement, c'est pas un problème. Il y a de l'argent dans le pays, il faut simplement aller le chercher dans les bonnes poches. Mais la bataille qui s'ouvre, c'est une bataille pour savoir dans quelle société demain on veut vivre. Est-ce qu'on veut aller à rebours de l'histoire sociale de ce pays, qui se fait sur la diminution du temps de travail, sur le partage du travail, sur partir le plus tôt possible à la retraite, ou est-ce qu'on veut une réforme des retraites qui va envoyer des gens à la mort ou à l'hôpital? Parce que ce que nous propose Emmanuel Macron et son gouvernement, ce que porte Elisabeth Borne, c'est soit la retraite à l'hôpital, soit la mort au travail. Je donnerai qu'un chiffre, entre 63 et 62 ans, avant d'arriver à 64 ans, chaque année, 15 000 personnes décèdent dans ce pays. 15 000 personnes par an vont mourir et n'arriveront pas à la retraite au regard de la réforme que veut imposer au pays Emmanuel Macron. Une réforme qui est minoritaire, ça a été dit par Sophia, 9 actifs sur 10 n'en veulent pas. 8 Français sur 10 y sont opposés. 2 tiers des gens de ce pays disent qu'ils soutiennent les mobilisations sociales et les grèves. C'est inédit, c'est un niveau record de défiance. Et pourtant, le gouvernement veut continuer. Alors oui, nous ferons le travail dans l'hémicycle et vous pouvez compter sur nous pour mener la bataille parlementaire, mener une résistance parlementaire, pour ne pas laisser faire, pour ne pas laisser dire que cette réforme, elle est utile alors qu'elle est mortelle. Mais nous avons aussi besoin de mobilisation massive dans le pays. Et je veux profiter du moment qui m'est donné aujourd'hui, ça a été dit aussi par Sophia, pour apporter un soutien très fort aux camarades notamment de la CGT Mines Énergie, qui sont traînés dans la boue sur les plateaux télé. On a parlé de totalitarisme syndical, de prise d'otages, mais de quoi on parle? Est-ce que c'est plus grave dans ce pays d'aller voter une réforme qui va sacrifier des gens, ou de mener des actions, y compris d'aller couper le courant dans des permanences de députés qui s'apprêtent à appuyer sur un bouton qui va tuer des gens? Et je lance aussi une alerte à mon camp. Ne cédons pas à la division. Quand nous sommes sur des plateaux télé, que nous sommes interpellés sur ces sujets-là, il faut tenir la ligne et apporter notre soutien inconditionnel à ces organisations syndicales qui aujourd'hui sont en première ligne pour mener cette bataille. Et enfin, juste pour terminer, je lis une citation d'un homme qui est parmi nous ce soir qui s'appelle Léonard Vincent, qui a écrit un livre incroyable qui s'appelle L'éloge de la grève, que je vous invite à lire et qui m'a beaucoup marqué évidemment en tant que syndicaliste, et qui dit: la grève nous dépossède car elle vit depuis toujours dans nos rêves. Il est temps de rallumer les étoiles dans ce pays et nous allons faire plier ce gouvernement. Merci beaucoup Thomas. Je voudrais appeler Aurélien Saint-Toul et Rodrigo Arena qui sont là aussi, qui nous font le plaisir d'être là aujourd'hui. Merci. Député bien sûr, mais ça me paraissait tellement évident. Elle a raison Sophia, bien sûr, député. Merci Sophie, merci Sophia, merci à vous toutes et tous d'avoir organisé cet événement chaleureux alors qu'on crève de froid. J'avais pas prévu forcément de prendre la parole et j'ai envie de vous faire une confidence et de vous parler un tout petit peu d'un événement personnel. Il y a une dizaine de jours, j'ai reçu un message de ma mère. Et dans ce message, il y a 30 ans, ton grand-père est mort. Il avait 64 ans. Voilà de quoi il est question. Voilà exactement de quoi il est question et des raisons pour lesquelles nous sommes ici et nous nous battrons. Il en va de la vie de nos parents, de nos grands-parents et de nos enfants. Et s'il y a une chose que je veux vous dire, que je sais intimement, c'est que le mot insoumis, il a plein de sens. Et je veux partager avec vous 3-4 d'entre eux. Si nous sommes insoumis, c'est que nous sommes irréductibles, increvables, insubmersibles, indociles. C'est tout ça que nous essayons d'être à l'Assemblée et en dehors. Sophia disait tout à l'heure qu'il faudrait les bloquer, les déranger. Oui,
une grève, une manifestation, ça ne peut pas être juste, il ne se passe rien. Il va se passer quelque chose dans ce pays et nous allons être tous ensemble pour le faire naître. D'abord, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la rive gauche qui traverse la Seine à la rencontre de la rive droite, parce que et la banlieue qui traverse le périph', parce que en fait, c'est ça ce que nous portons. Je vois mes camarades aussi écologistes qui sont au premier rang, c'est ça aussi que nous incarnons. Nous incarnons le rassemblement de celles et ceux qui ne baissent jamais les bras, de celles et ceux qui ont toujours l'avenir chevillé au cœur et au corps, de celles et ceux qui se battent pour l'avenir des enfants, des femmes, des hommes et toutes celles et ceux qui construisent réellement ce pays. C'est ça que nous sommes. Et il faut en avoir conscience parce que on a tendance souvent à dire que on se divise, qu'on se sépare, que les intérêts particuliers font l'intérêt général. Non. La somme des intérêts particuliers, ça ne fait pas de l'intérêt général. L'intérêt général, c'est un projet politique, ce que nous portons, ce que nous incarnons et ce que nous défendrons bec et ongle tout le temps que nous serons à l'Assemblée et quand nous ne le serons pas, quand nous serons dans les bus, dans la rue, aux côtés de ceux qui se battent pour l'avenir. Aujourd'hui, on est dans un monde compliqué, où comme disait notre camarade Prudhomme, qui sait de quoi il parle parce qu'il est urgentiste, où la carte vitale, il faut rajouter la carte bleue pour se faire soigner. Nous incarnons aussi celles et ceux qui savent que quand les enfants n'ont pas d'enseignant parce qu'il n'est pas remplacé, doivent sortir la carte bleue pour prendre des cours particuliers parce qu'on sait que l'avenir des enfants est compromis. Nous sommes aussi aux côtés de celles et ceux qui font grève et qui perdent de leur salaire pour faire battre cet intérêt général qui est aujourd'hui combattu par Emmanuel Macron. Et nous, en tant que députés, nous contribuerons aux caisses de grève pour que cette lutte soit solidaire. Parce que oui, mais c'est pas qu'une question de pognon. Parce qu'il y a aussi celles et ceux qui ne peuvent pas cotiser à ces caisses de grève, mais qui sont dans les sondages à 72, 80, 92 pour parfois opinion favorable à la grève. Et ça, c'est un phénomène nouveau, tu l'as dit tout à l'heure, Sophia. Nous sommes majoritaires. Et c'est ça qu'il faut porter aujourd'hui. Donc pour pas être plus long, il n'y a pas de rive gauche, il n'y a pas de rive droite, il n'y a pas de banlieue, il n'y a pas de région, il y a la France. Et aujourd'hui, nous l'incarnons ici à Paris. Et je sais, pour avoir été un peu en région, que ce que nous disons ici aujourd'hui a une résonance à l'extérieur parce que nous parlons d'une seule et même voix. Et cette seule et même voix, elle s'exprimera le 31 janvier parce qu'on ne sera pas 2 millions, on sera 4 millions. Et comme dit le poème, nous partîmes 500 et nous arriverons 10 millions en arrivant au port. Et au port, il y aura Macron. Et je souhaite bon courage parce qu'il va céder, parce que nous allons le faire céder tous ensemble. Merci, merci. Alors j'en profite, j'invite là s'il vous plaît les élus qui sont là. Alors j'en vois 4 si je ne me trompe pas. Il y a Nathalie, il y a Frédéric, Jérôme et Joël. Alexandre, il est où? Je ne le vois pas. On va faire un congrès ou pas? Attendez, parce que c'est je suis. Vous savez que la nouvelle Union populaire écologique et sociale, elle est là aujourd'hui. Et donc ce sont aussi nos élus écologistes à qui j'ai le plaisir de passer le micro. En commençant par Joël, qui est adjointe au maire. Je voulais donner la parole à une femme. Moi je suis locale, alors c'est plutôt après. Je vais le faire, je voulais donner la parole à une femme. Ah bon, allons-y, allez. Eh bien moi je suis Joëlle Morel, je suis élue dans le 11e arrondissement. Je suis élue au commerce, au développement économique et à l'emploi. Parle plus près du micro. Voilà, je n'ai pas bien encore l'habitude, même si j'ai été élue à la mandature précédente. Alors je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous, là sur cette placette, voilà, qu'on appelle maintenant la place Roger Linet. J'aurais voulu qu'elle porte le nom d'une femme. Je pense que ça aurait eu beaucoup plus de sens que cette place ait le nom d'une femme. Mais voilà, on ne peut pas revenir en arrière. Moi, je suis, avant d'être élue, je suis une militante. Si je suis élue, c'est parce que je suis une militante et je suis dans ce quartier depuis plus de 30 ans, 35 ans. J'ai pu faire beaucoup de choses sur cette placette parce que grâce à un collectif, grâce aux gens qui habitent ce quartier, nous avons sauvé la maison des métallos. Ça c'était en 2000. C'était un combat extraordinaire qui a regroupé des gens de tout horizon.
Et on a pu faire céder parce que nous étions en campagne électorale, parce que c'était le moment où Bertrand Delanoë allait arriver à la mairie, à l'hôtel de ville de Paris. Donc un combat très très fort qui a été mené ici. Et c'est pour ça que d'ailleurs je vais offrir à Sophia ce livre qu'on a pu faire sur l'histoire du comité métallo, pour ne pas le nommer. Et voilà, je suis très heureuse de te donner ce livre. Alors, voilà, je représente les écologistes du 11e arrondissement, donc je représente essentiellement David Béliard, je représente Nour Durand-Rocher, Chloé Sagaspe, Alexandre Viscontini, qui ne sont pas là avec nous parce qu'ils sont conseillers de Paris et qu'ils ont plein de choses à faire aussi. Mais sachez que voilà, ils auraient voulu être avec moi. On a beaucoup travaillé pendant la campagne électorale, hein, pendant ta campagne, Sophia, ensemble. Je remercie tout particulièrement Cassim Bou, qui a énormément travaillé pour que les relations entre les groupes politiques se fassent, existent. Et je pense que c'est un travail exemplaire qu'il a pu mener, qu'on a pu mener ensemble. Et je voulais le redire. Alors, revenir sur cette placette, sur cette place, voilà, vous êtes dans un lieu extraordinaire. Vous allez pouvoir faire un travail de terrain, comme on a pu le faire il y a quelques années, comme j'ai pu le faire. Et je vais être très présente avec vous pour que ce combat, nous puissions le continuer, parce que nous avons besoin d'être beaucoup plus nombreux encore. En tant qu'élu, alors élu à l'emploi, je mène un combat, voilà, que je souhaiterais que les députés qui sont derrière moi et toi, Sophia, nous continuions ensemble. C'est le combat aujourd'hui des territoires zéro chômeur de longue durée. On en a créé beaucoup, on en a à Pantin, là, récemment, à Bagnolet, on en a quelques-uns à Paris. Je pense qu'ici, dans le 11e arrondissement, dans les quartiers politiques de la ville, dans le quartier autour de la Roquette, nous avons besoin de créer un territoire zéro chômeur de longue durée. Nous avons besoin de créer une entreprise à but d'emploi avec ces gens-là. Et j'espère que nous pourrons mener ce combat ensemble. Voilà, c'est une des choses que je souhaite de 2023 avec vous. Bonjour, je suis Frédéric Ocard, on va faire quelques mots. Donc moi je viens de l'autre côté de la rue, pas du boulevard, mais je suis élu dans le 20e arrondissement, qui est la moitié de cette circonscription aussi. Donc très content d'être là, Sophia, avec les élus écologistes du 11e, du 20e et aussi au niveau du Conseil de Paris. Content parce qu'on n'a pas l'habitude, on n'avait plus l'habitude de venir ici à l'inauguration de permanence ou même à des vœux du député, puisque le député précédent était un député macroniste, ce qui était une bêtise de l'histoire, un accident de l'histoire, parce qu'on est quand même ici dans le quartier de la Commune de Paris. Alors on se dispute un peu entre le 11e et le 20e pour savoir où était la dernière barricade. Nous le 20e on dit que c'était juste à Ramponneau, et vous c'est rue de la Fontaine-au-Roi. Donc c'est la chose qui nous divise. Mais pour le reste on est unis. Donc c'était important, voilà, que dans ce quartier, qui est un quartier populaire, et qui a une histoire aussi de ce point de vue-là. Et puis la deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que c'est important qu'on soit réunis. Il y a la bagarre sur les retraites en ce moment qui va se jouer, et c'est important qu'on soit réunis, qu'on soit tous unis, parce que c'est vrai que la NUP, au début, on a dit, bon bah, ça va se casser la gueule, vous allez voir, dans quelques mois, ils se tireront tous les cheveux. Alors pas pour ce qui me concerne, mais pour ceux à qui il en reste, mais ils se tireront tous les cheveux, ils ne seront pas d'accord. Eh bien on voit que c'est pas ce qui s'est passé, parce que quand vient la bagarre des retraites, eh bien on est tous ensemble contre cette réforme des retraites. Et justement, cette bagarre, c'est une bagarre importante, parce que ça a été dit tout à l'heure, mais c'est une vraie question d'avenir qui se joue là-dessus. Et puis ça permet aussi de montrer eh bien, qu'il y a un front commun qui se constitue là-dessus, et que eh bien, ce combat commun, cette unité qui est la NUP, je vais continuer les parallèles avec la commune, elle n'est pas morte.
de ce point de vue-là. Et puis la troisième chose et la dernière chose, je sais qu'il ne fait pas chaud et qu'il fait froid, mais malheureusement, il y a aussi toutes les questions et toutes les bagarres qu'on a à mener et qu'on doit mener aujourd'hui sur la question du climat, sur la question de la transition climatique. Et ne jamais oublier, on mène la bagarre sur les retraites, qu'il y a aussi ce combat-là et que comme on dit régulièrement en meeting ou en manifestation, fin du mois, fin du monde, même combat. On alterne. Moi je vais faire court, je m'appelle Nathalie, je suis aussi élue de l'autre côté, vous savez, ceux qui pensent que la dernière barricade aussi est de l'autre côté. Voilà. Simplement un mot dans les combats qu'il ne faudra pas oublier, et je sais pour y avoir croisé Sophia qu'elle y est très attentive, on va avoir une vraie question sur l'éducation dans les semaines qui viennent, notamment à Paris. D'abord par les fermetures de lycées professionnels, et ça dit beaucoup aussi du projet qui est derrière pour les classes populaires. Parce que du coup, non seulement dans l'avenir on leur rajoute les 2 ans de plus, mais avant on les prive d'éducation et on les prive de pouvoir évoluer dans leur vie professionnelle et simplement même dans leur citoyenneté et dans leur âge de la jeunesse. Et donc là aussi, il ne faudra pas oublier ça. Et dernière chose, vous avez entendu les 150 suppressions de postes en élémentaire à Paris. Vous avez entendu les 182 suppressions de postes dans le secondaire. En résumé, c'est une école sur 3. Il nous reste 1 mois pour que ce projet aussi ne se fasse pas, ne détruise pas la qualité de l'éducation à Paris. Et donc du coup là, je vous le dis parce que les enseignants, ils sont un peu fatigués là. Ils sont un peu fatigués, ils sont mobilisés sur la retraite, mais ils se sont pris quand même toute la série du Covid, etc. Donc en fait, ils vont avoir besoin, pour faire face à ça, de nous tous. Ça tombe bien, c'est le moment où ils vont ouvrir les portes des écoles. Et je suis certaine que quand on te fera signe dans le 20e, tu viendras aussi mener ce combat-là avec nous. Bonjour tout le monde, je dois être vraiment le local de l'EFA parce que je dois habiter à 200 mètres, donc je suis conseiller de Paris côté 20e. Et je vais bien rassurer donc Sophia sur le fait que les habitantes et les habitants de la circonscription, ils savent se battre, ils se sont battus dans l'universalisme. On a la mosquée ici, on a la synagogue qui n'est pas très loin, on a la maison des métallos, donc qui était le siège de la CGT métallo. On l'a occupé pour le garder, pour le préserver, on sait se battre, on a occupé des écoles, on sait vraiment faire de l'animation, de la l'universalité, de la multicularité, c'est vraiment important. Il y a Radi qui est là, donc je crois que tu parlais tout à l'heure, qui sait ce qu'on fait, on sait faire dans le quartier avec tout le monde, dans l'universalité, ça c'est très important. Et pourquoi on va gagner? Parce qu'on va gagner malgré toutes les divisions que le gouvernement veut nous imposer. Que ce soit donc sur les questions de classe, que ce soit sur les questions ethniques, que ce soit sur n'importe quel ICO. On veut nous diviser, ils ne vont pas nous diviser. Parce que cette réforme, on n'en veut pas sur les retraites, on ne veut pas mourir, on veut vivre, on veut profiter du temps qu'on veut nous voler. Cette réforme est aussi donc pour accentuer les inégalités. Parce que c'est vrai que tu as posé la question, qui va en profiter? Vont en profiter ceux qui commencent très tard à travailler, et qui en plus pourront racheter des semestres d'annuité et tout ça. Donc on veut préserver notre vie, on se battra jusqu'au bout et on sait le faire, on l'a déjà montré dans le passé. C'est vrai que donc, en tout cas, la fin de la commune s'est passée par ici, et on continuera, on a ce souvenir militant et on continuera donc à le préserver jusqu'à la fin de la victoire. Merci infiniment à tous. Vous allez me dire, mais dis donc Sophia, tu vas faire parler tout le monde. Oui, vous allez tous parler ici. Mais je voudrais saluer la présence de 3 personnes qui comptent aussi pour moi. Christophe Prudhomme, Vianney Orgebin et Julie Garnier, qui sont tous les 3 conseillers régionaux d'Île-de-France, avec qui je siège à la région Île-de-France. Vianney Orgebin est le président du groupe France Insoumise à la région. Et on mène aussi le combat à la région face à Valérie Pécresse, notamment en ce moment même sur l'enjeu des transports publics et des transports collectifs. Et donc on a lancé une campagne il y a plusieurs mois de cela, quand on anticipait l'augmentation du pass Navigo et la catastrophe économique de la société, enfin de l'entreprise qui gère les transports publics en Île-de-France, c'est-à-dire Île-de-France Mobilité. Il y a quelques mois, on a lancé une campagne qui s'appelle Stop Galère. N'hésitez pas à la rejoindre en signant la pétition pour exiger surtout l'arrêt de la privatisation des transports publics en Île-de-France et puis pour exiger nous on défend la gratuité progressive des transports publics pour les rendre plus accessibles et davantage d'investissement d'État dans les transports publics
pour offrir une offre de service aux citoyens franciliens qui leur permettent de laisser tomber la voiture, mais aussi de voyager dans de bonnes conditions, dignes et respectables. Voilà, c'est un combat aussi qu'on mène et qui est important, et c'est Vianney Orgebin, mais aussi Julie Garnier, à qui je vais passer la parole maintenant, qui le mène en Ile-de-France avec tous les collègues de la gauche et de l'écologie, bien entendu. Julie Garnier, vous la connaissez, hein? De toute façon, je vais faire très rapidement parce que je vois qu'on est tous congelés. Et puis en plus, on a l'habitude parce que attendre sur les quais quand il fait froid, bien avec Valérie Pécresse, on est un peu habitué maintenant. Donc on sait ce que c'est, on sait que c'est difficile. Et je vais pas prendre trop de temps parce que déjà, vous le savez, à la région, on n'a pas beaucoup de temps de parole. Alors on est habitué finalement à faire toujours très court. C'est devenu un talent chez nous. Et non mais c'est vrai. Et là même, je crois que j'ai 4 minutes, on m'a dit. Enfin, on a 20 secondes d'habitude de temps de parole par rapport au conseil régional. C'est vous dire à quel point ces gens qui se disent démocrates républicains et qui osent même en porter le nom n'ont absolument rien à voir avec l'idée d'une république et de la démocratie. Mais ça, c'était juste pour l'introduction. Sur les transports, bien évidemment, t'en as déjà dit beaucoup, mais c'est vrai que c'est un combat qu'on mène. Et à chaque fois, Sophie m'a demandé, elle m'a dit, fais une intervention sur transport et retraite. 4 minutes. Ok Sophie, pas de problème. Je balance tout. Et donc je me suis dit, comment lier les deux? Eh bien j'ai envie de vous parler d'un exemple où les deux ont été liés. C'est l'exemple du Chili. Au Chili, eh bien ils ont privatisé les transports. Et ça a fait la goutte d'eau. Ça a fait la goutte d'eau parce qu'il y avait, bien vous le savez, un système de retraite qui était complètement inéquitable, odieux même, et qui condamnait à la pauvreté tous nos anciens. Et donc ça a été la goutte d'eau, et ça a été la goutte d'eau d'un élan populaire comme rare on en voit en ce moment. Et bien évidemment, quand on a été au Chili pour aller les soutenir, parce que c'est aussi la force d'un mouvement comme la France Insoumise, c'est d'être internationaliste et d'aller aussi s'inspirer dans ce qui se passe dans les autres pays. Et quand on a été là-bas au Chili, bien qu'est-ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait un lien avec eux. Parce que là-bas, pour tenir, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'à chaque intersection, il y avait des gilets jaunes qui demandaient une pièce ou deux aux automobilistes qui passaient pour tenir la grève, pour tenir le mouvement, pour tenir la rébellion. Et oui, carrément la rébellion. Bien sûr, bon, écoute, donc à faire. On a un soumis ou pas? Bon. Et juste, je suis aussi fière d'appartenir à un mouvement qui en ce moment-là est en train de constituer une énorme caisse de grève pour faire tenir justement, parce que la lutte elle est devant nous. Il va falloir qu'on tienne, il va falloir qu'on soit solidaire, il va falloir qu'on crée des réseaux de coopératives, parce que le mouvement qu'on a en face, il va être extrêmement puissant. Mais pour qu'il soit puissant et pour qu'il tienne, il va falloir que nous, on soit organisés. En face, ils le sont organisés. C'est à nous de l'être aussi. Et de constituer tous ces réseaux de solidarité pour pouvoir tenir ce rapport de force. Parce que on a plein de raisons. Elles ont toutes été dites avant, donc je ne vais pas les redire. Je vais juste vous donner la mienne. Pourquoi est-ce que j'ai envie de me battre dans cette réforme des retraites? Non pas pour dire « Ah, ça y est, c'était jeune, il pense qu'à la retraite. » C'est pas ça. Moi, je pense à mon père. Et je pense à mon fils. Et ce que j'ai envie, c'est que ce lien d'un papy qui apprend à jouer à son petit-fils au foot, eh bien, c'est que tout le monde le connaisse. Que ces liens de bonheur, tous ces moments, tous ces souvenirs, tout ça, tout ce qui compte en fait, finalement, ils veulent nous l'enlever. Moi, je veux que mon père apprenne à mon fils à faire au foot. Je veux qu'il y ait des mamies qui viennent chercher leurs petits-enfants à l'école et qui leur apprennent à faire des gâteaux. Je veux qu'il y ait tous ces moments-là, que ces moments-là ne nous soient pas enlevés, que tous ces moments de bonheur puissent avoir lieu dans toutes les familles, pour tout le monde. C'est ça qu'ils veulent nous enlever. Ils veulent nous enlever ce qui fait du sens dans nos vies. Et ça, il en est hors de question. Alors oui, on sera déterminés pour les retraites, pour les transports, pour tout ce qu'ils sont en train de nous enlever. Je dis qu'on ne partait pas en manif après. Merci Julie. Merci beaucoup. Alors je vais inviter d'autres personnes à prendre la parole si elles veulent bien. Peut-être qu'on va redescendre. On va s'effondrer. C'est Sophie qui va
va inviter nos amis. On a la chance d'avoir des gens qui représentent les luttes dans la circonscription et une lutte qui est très importante, c'est la lutte sur la réforme des lycées professionnels et j'invite Maud à venir sur scène ainsi que Kadi qui est là pour les Mamans de la Banane, qui est une association que Sophia a reçue à l'Assemblée nationale et qui œuvre beaucoup ici pour le quartier des Amandiers. On avait Simon qui devait venir du CASVP mais qui a le Covid donc il ne peut pas être là. Et par contre, je vais inviter Yves des Marmoulins aussi à venir qui m'a demandé et qui voudrait vous lire un petit texte. Les Marmoulins qui est une association qui a beaucoup d'importance aussi dans le quartier et qui fait énormément de choses. Je leur laisse la parole. Merci. Maud. Alors, bonjour à tous, je suis professeur de lettres espagnoles au lycée Charles de Gaulle, un des 9 lycées dont on a annoncé la fermeture. Nous sommes un petit lycée professionnel du 20e arrondissement, je ne sais pas si vous avez entendu parler de nous, qui accueille des élèves de la filière Agora, anciennement gestion-administration. 6 classes donc, qui iront à Dorian et 3 classes à Martin-Nadeau, des grands lycées polyvalents où ils ne retrouveront pas les salles informatiques dont ils disposent chez nous, alors que c'est leur filière. Ils n'auront pas les projets au Louvre, au Théâtre de la Colline, à l'Odéon, la possibilité d'être accompagnés et encadrés par une équipe soudée, qui a l'habitude de travailler ensemble, qui a l'habitude de les encadrer vraiment, parce qu'ils vont être noyés avec d'autres élèves de BTS, de classe prépa, d'accord, mais qui va s'occuper vraiment d'eux? On l'en a vu concrètement avec les lycées d'accueil, ils ne sont pas prêts à les accueillir, ils n'ont pas la place pour les accueillir, mais quand on arrive dans le concret, il n'y a personne. Il n'y a que nous pour se soucier vraiment du fait que concrètement, il n'y a pas la place pour eux. Il n'y a pas les structures pour les accueillir. Mais ça, au rectorat et Madame Pécresse, ils n'en ont vraiment rien à faire. Alors, jusqu'à présent, nous avons eu des réunions et par exemple aussi pour les professeurs, ils nous rassurent en nous disant il y a tellement de contractuels à Paris. Ben oui, on a tellement fait pour que ça soit attractif le métier de professeur, qu'il y a tellement de contractuels à Paris, de toute façon vous prendrez leur place, cyniquement. Ils nous disent ça, bon voilà c'est pas grave, alors que ce sont nos collègues, on n'est pas ravis de prendre la place de nos collègues. Et nous savons tous que nous allons perdre beaucoup, tous individuellement et collectivement, à cela, élèves comme professeurs. Et Victor Hugo ne disait-il pas quand on ouvre une école, on évite 20 ans plus tard d'ouvrir une prison, c'est pour ça que nous avons entamé la lutte avec les autres lycées qui ferment et les lycées d'accueil. Sophia Chikirou a organisé devant notre lycée la venue de Jean-Luc Mélenchon et des députés parisiens, que certains que j'ai vus tout à l'heure, qui sont venus devant et pour manifester leur soutien, et on a eu donc un échange aussi ensemble par la suite, et les élèves étaient très fiers et très émus de voir qu'on se souciait d'eux. Que vraiment il y avait une lutte pour leur situation. Puisqu'on voit que finalement l'argent est donné pour le privé, pour des lycées internationaux dans des endroits où on vote Pécresse. Par contre, là où on vote pas Pécresse, qu'est-ce qu'on fait? On ferme des lycées. Voilà. Ce qui fait que nous sommes touchés déjà d'être invités aujourd'hui, et puis qu'on relaye notre lutte nous sommes à la fois contre la fermeture des lycées et contre la réforme du lycée professionnel
qui allait permettre, avec l'allongement des périodes de stage, de réduire considérablement le nombre de postes de professeurs. Les députés, les filles ont manifesté avec nous et manifesté leur opposition dans l'hémicycle, et Sophia Chikirou, notamment au conseil régional aussi. Je crois que aussi vous faites partie des luttes. Voilà. Aujourd'hui, nous avons eu la confirmation que Mme Grandjean, la ministre, avait reculé là-dessus, enfin, pas sur la réforme du lycée professionnel, mais sur au moins l'allongement des périodes de stage. Donc, la lutte, ça marche, donc on ne doit pas baisser les bras. Et j'ajoute aussi qu'aujourd'hui, des collègues qui allaient prendre leur retraite l'année prochaine et qui allaient faire les fêtes avec nous parce que c'est de la fin d'année, parce qu'ils sont entourés de leurs collègues, eh bien, eux, ils vont devoir aller ailleurs à cause des fermetures, on voit que certains somatisent, que ce soit les agents ou les professeurs, et on sait que depuis le Covid et avec les élèves difficiles que l'on a, 2 ans en plus de travail, quand on est épuisé, ce n'est pas possible. Il faut le répéter, ce n'est pas possible. Et on continuera à lutter parce que nous luttons ensemble pour l'allongement de la vie en bonne santé. Bravo. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup, Sophia. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole. Désolée, mais ça me touche beaucoup. Et ce n'est pas la première fois qu'elle me reçoit, Sophia. De l'Assemblée nationale à différents quartiers dans le 20e et le 11e, à chaque fois qu'elle est là, elle nous convie. Merci beaucoup. Merci Sophia, tu es très sensible à la cause que nous luttons. Je m'appelle Madame Mané Khadi. J'ai créé l'association Les Mamans de la Banane, une association qui lutte pour ce qui est des conduites à risque, particulièrement les RICS. Je vais d'abord, d'habitude on termine par une citation, moi je commence par la citation. Parce qu'il y a un grand homme chez moi qui s'appelait Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum, qui avait dit: quand vous êtes dans un navire, priez pour que le navire arrive à destination. Parce que d'habitude, quand on est dans des embarcations, on a nos bagages et on tient ça très fort et on prie pour que notre bagage ne tombe pas dans l'eau. Lui, il nous disait, quand vous êtes dans la pirogue, priez pour que cette pirogue arrive à destination. Parce que non seulement si la pirogue chavire, vous allez vous noyer et vos bagages avec. Et Sophia l'a compris, donc elle est là dans ce navire qui est notre quartier, ce navire qui est cette circonscription. Et elle fait de telle sorte qu'un enfant ne meure dans les RICS. On a eu des jeunes qui ont été tués et malheureusement ça continue. Et Sophia est très sensible à cette cause et accompagne les mamans de la banane depuis nos débuts. Merci Sophia, merci à Sophie, à Jérôme qui est là, au collectif des mamans de Couronne et d'ailleurs. Mais Sophie m'a toujours donné l'occasion de m'exprimer, de faire transmettre ce message. Et je vous demande, ce navire, nous y sommes tous. Venez s'il vous plaît vous joindre à nous pour combattre ce phénomène des RICS qui fait des ravages. Venez s'il vous plaît, je vous le demande, parce qu'à chaque fois qu'une famille est touchée, c'est tout le monde qui est touché. Donc s'il vous plaît, soyez sensibles comme elle l'a été, et je pense que c'est pas parce qu'on est mère qu'on est touché. Il y a cette fibre qui est là, cet instinct maternel que toute femme a et ressent. Qu'est-ce qui est beaucoup plus dur que les cris stridents d'une mère qui enterre son enfant ou les pleurs d'un papa? Je tenais aussi à vous dire qu'on reconnaît un tableau par la diversité de ses couleurs
Et ces couleurs, nous l'avons. Vous êtes là, moi je suis là, elle est là, plus beaucoup d'autres personnes du monde qui sont représentées aujourd'hui. Ce quartier est multiculturel. Ce quartier est plein de belles personnes, de belles âmes qui sont là, qui vont faire ce qu'il faut pour que Sophia soit réunie. Ah oui, parce que ça fait 22 ans que j'habite dans le quartier et jamais quelqu'un m'a convié à quoi que ce soit, surtout nous recevoir à l'Assemblée nationale. Si à l'Assemblée nationale chez moi au Sénégal n'est pas accessible au peuple. Et Sophia nous a fait ce privilège pour nous montrer qu'elle est très sensible, qu'elle est là pour lutter avec nous, qu'elle est là pour nous accompagner et on fera de telle sorte que tout Paris, tout le 20e et le 11e soient fiers de Sophia. Elle tient le flambeau avec nous de la lutte des RICS et nous allons tenir ce flambeau avec elle parce que c'est pas facile et toute seule je ne vais pas y arriver. Donc je vous invite à venir me rejoindre pour ceux et celles qui veulent bien être à mes côtés. Je suis disponible, je vous remettrai les coordonnées et on tiendra le flambeau ensemble. Je donne la parole. Les coordonnées, je vais les donner. Parce que là, j'ai peur qu'ils n'aient pas ce qu'il faut pour écrire. Mais approchez-vous de moi. J'attends que ça, luttons. Parce que moi, cette cause est une cause qui me touche à fond. En 2007, j'avais perdu un de mes voisins qui a été tué dans un RICS. Et l'affaire n'a pas été médiatisée. Et de temps en temps, je me rendais au sein de cette famille pour parler à la maman et la soutenir. Et cette pauvre dame est malheureusement décédée. Quand j'allais la voir, elle me disait, Khadi, je ne tiendrai pas. Je lui disais, si, tu vas tenir. Mais finalement, elle a rendu l'âme. Donc imaginez les dégâts que ça peut faire. Et sur mon chemin, j'ai rencontré Awa Diabaté, qui est la mère de Ismaël. Ismaël Diablé Junior, ce jeune qui a été tué sur la rue de la Roquette. Cette dame formidable qui est là, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais que certains d'entre vous connaissent. Mouloud était au courant. Et cette histoire m'a beaucoup touchée. Parce que moi, ma maman a perdu sa fille. Et depuis, ma mère ne marche plus. Parce qu'elle m'a dit, quand j'ai perdu votre papa, j'ai vécu la solitude. Mais quand ma fille est décédée, j'ai perdu une partie de moi. Mes membres se sont cassés. Et depuis, elle ne marche plus. Donc imaginez un enfant qu'on tue dans un RICS. Une mort brutale, qu'est-ce que ça peut faire à une maman ou un papa? La personne est complètement détruite. Et Awa est là, elle tient le coup, elle se bat pour qu'il n'y ait plus d'enfants tués dans des RICS. Malheureusement, ça continue encore. Et nous, les mamans, nous essayons d'accompagner ces jeunes, de les aider, de faire la transmission des valeurs, d'avoir des intervenants qui seront là pour essayer de les canaliser, mais aidez-nous surtout à trouver un lieu d'accueil qui sera dédié à ces conduites à risque. Ces lieux où ces jeunes seront accueillis. Et moi, j'ai un projet, je ne vais pas le dévoiler, mais pour la personne qui veut bien me soutenir, me recevoir, je vous dirai, parce que des solutions, on en a. Ce sera un lieu où chaque personne qui rentrera dedans pensera à ses conduites à risque. Et là, je pense qu'on pourra toucher la jeunesse. Parce qu'un enfant, on ne lui dit pas une fois, il écoute. Il faut reparler, ainsi de suite. Et souvent, j'ai l'impression qu'on attend qu'un enfant soit tué pour qu'on parle des RICS.
N'attendons pas que le malheur arrive pour réagir. Réagissons avant que ça arrive. Merci à Béni, je ne le vois pas. Béni Malapa qui m'a proposé son aide, c'est un éducateur, pour qu'on puisse descendre dans les rues, faire des maraudes, organiser des goûters et faire parler ces jeunes, aller vers eux pour faire passer le message. Merci beaucoup Sophia, merci Sophie et Edwige qui est le collègue du collectif des mamans de Couronne et d'ailleurs va vous saluer, elle sera très brève. Bon. Bonjour à tous. Ben, c'est ma collègue, ma soeur, mon amie. Alors, elle a déjà tout dit. Nous luttons pour la même cause. Donc, je suis de l'autre côté. Mais on est tous de Paris. Il n'y a pas de limite. Donc, elle a déjà tout dit. Je suis bref. Je suis bref. Nous luttons pour la même chose. Et on vous encourage. Si on est là, c'est pour vous encourager, pour qu'on soit ensemble, pour qu'on puisse vivre ensemble. Donc voilà, je suis bref. Alors, ouais, moi je fais partie d'une association qui s'appelle les Marmoulins de Ménil. En fait, pour aller très vite, c'est 220 tonnes de fruits et légumes qu'on récupère chaque année à Rungis qui devait être détruit et qu'on distribue dans des paniers alimentaires. Et pour le coup, je vais aussi commencer par une citation. Ça va vous étonner, c'est une citation d'un archevêque. Il dit, quand je nourris un pauvre, on me dit que je suis un saint. Je me demande pourquoi le pauvre n'a pas de quoi se nourrir, on me traite de communiste. C'était Albert Canara, archevêque de Lindo à Recife. Nous, les Marmoulins, on n'est pas en dehors du champ social. C'est-à-dire que concrètement, nous voyons chaque semaine s'amplifier les demandes d'aide alimentaire. Les dernières attaques en date contre la retraite, le chômage, l'immigration ont encore aggravé la situation. Très concrètement, là, toutes les semaines, on reçoit 4, 5, 6 demandes de gens qui ont besoin de paniers alimentaires. Et c'est pas de la charité, c'est de la solidarité. Mais pour nous, que ce soit les gens qui animent cette association ou que ce soit les gens à qui on distribue des colis alimentaires, c'est ceux qui sont RSA qui vont bientôt se faire imposer d'aller travailler des heures par semaine, comme le Conseil d'État l'a approuvé. Que ce soit comment des jeunes qui ont fait des études langues, qui commencent à travailler à 30 piges, qu'est-ce qu'il va falloir qu'ils aient 40 ans de cotisation, à quel âge ils vont s'arrêter. Que ce soit les hommes et les femmes, des boulots durs. Moi j'ai bossé dans le bâtiment, je vous assure, à 50 piges, c'est 50 piges la retraite, c'est pas 64 ans. Hein. Réellement. Et je pense, bon bref. Et puis aussi, tous les sans-papiers qui bossent, mais qui ne sont pas déclarés. Et les gens qui ont des papiers et qui ne peuvent pas renouveler leurs papiers, parce que de toute manière, aujourd'hui, la préfecture, c'est fini, c'est criminel, c'est même pas la peine, on n'a pas accès. Donc, les Marmoulins, on n'est pas un parti politique, mais on participe à la vie de la cité. Et on ne peut pas se contenter d'être une soupape de sécurité qui empêche la marmite d'exploser. On ne peut pas se contenter de pallier au manque de l'État dans ses obligations sociales. Aujourd'hui, le prolongement logique des actions de solidarité que nous menons depuis 8 ans, c'est notre engagement dans ce mouvement qui dit non à cette politique de démantèlement de toute solidarité collective organisée. Et c'est pourquoi on sera présent et on espère que la plupart des associations comme les nôtres, parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines, eh ben, elles seront aussi présentes dans ce mouvement. Et puis, voilà. Merci. Merci infiniment. On va terminer sur ces paroles, mais je voudrais quand même saluer nos artistes et nos écrivains qui sont là aujourd'hui. Léonard Vincent, je vois Michael Fossel qui est là-bas. Merci Michael d'être là, qui avait participé aussi à la campagne législative. Il y a Abdourahmane Ouaberi qui est là aussi, un grand écrivain. Il est à l'intérieur. Il y a Néhémie Pierre Dahomey et Rouda, qui est un slammer que beaucoup connaissent ici dans le quartier, parce que notamment dans le 20e, et qui vient de sortir son premier roman, Rouda. Alors tous ces écrivains qui ont participé à la campagne législative, je suis très heureuse de leur présence aujourd'hui. Vous pouvez les rencontrer à l'intérieur de la permanence parlementaire, ils dédicacent leurs livres. Vous savez que
On ne fait pas sans la culture, on ne fait pas sans les artistes. Le fait que ma suppléante soit aussi comédienne m'oblige d'une certaine façon à toujours penser culture dans tous les événements et toutes les actions que l'on mène. Ça fait partie de l'émancipation, ça fait partie de la vie tout simplement et du bonheur. Merci à tous, merci beaucoup d'avoir supporté cette température glaciale. Merci infiniment, je vous embrasse et bonne année 2023.